Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez maintenant, chaque vendredi, nous recevons un nouvel invité pour parler de l'actualité économique, sociale et politique de notre territoire, l'ONIS, mais plus généralement de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir au sein de ce plateau Thomas Juin, qui est le directeur de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré et président du conseil d'administration de l'Union des aéroports français. Et comme tous les vendredis, pour échanger avec notre invité, j'ai le plaisir d'être accompagné par Yannick Picard. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin. Bonjour les deux. Bonjour. Bonjour Monsieur Juin. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Jusqu'à maintenant, c'est ça? Parfaitement bien. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Il fallait que je la fasse celle-là, avec vous afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, mais aussi de parler de la situation des aéroports français. Ça fait, si je ne me trompe pas, plus de 25 ans que vous êtes à la tête de l'aéroport de La Rochelle. Autant dire que vous connaissez bien votre sujet. Pour éclairer ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne un aéroport, et principalement celui de La Rochelle? Qui est le gestionnaire de cet aéroport? Qui en est le propriétaire? Écoutez, en effet, c'est intéressant comme question parce qu'il y a eu beaucoup de changements en peu de temps. L'aéroport de La Rochelle et de Rochefort, d'ailleurs, maintenant est géré par ce qu'on appelle un syndicat mixte. Alors, ce n'est pas un mot très sexy. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est composé uniquement de collectivités et chambres de commerce. Donc, ce sont des acteurs publics. Et donc, ils se sont réunis en 2019 pour finalement reprendre l'exploitation de l'aéroport de La Rochelle, mais également de celui de Rochefort. Donc ce syndicat mixte chapeaute finalement la gouvernance de ces deux plateformes. Donc ça a été un grand moment puisque pendant pratiquement 30 ans, 40 ans, depuis finalement l'essor de l'aviation commerciale, l'aéroport de La Rochelle, depuis les années 60, était géré par la Chambre de commerce et industrie de La Rochelle. Et donc c'était toute une période où les aéroports étaient principalement utilisés par les personnes qui travaillent dans des entreprises qu'on appelle les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires. Et voilà, au fil du temps, l'aéroport de La Rochelle a intéressé beaucoup plus de monde, un large public, et les collectivités ont repris finalement l'exploitation pour asseoir finalement financièrement la solidité de l'aéroport de La Rochelle. Quand vous parlez de collectivité, c'est quoi? C'est le département, c'est ça? C'est Alors, l'agglo? Si on les cite, la région Nouvelle-Aquitaine, Ouais. le département de la Charente-Maritime, la communauté d'agglomération de La Rochelle, la communauté de communes de l'Île de Ré, la chambre de commerce et industrie de La Rochelle, et enfin la communauté d'agglomération de Rochefort. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous les principaux acteurs publics qui portent maintenant ces deux plateformes et qui permettent encore une fois d'accroître la capacité d'investissement, c'est ça qu'il faut retenir, de ces aéroports. Et pour l'avenir, c'était vraiment un moment important. Et comment s'est passée cette transition, Thomas Juin? Est-ce que c'était une transition qui s'est passée dans la douceur ou il y a eu quelques accros? Alors, ça a été compliqué, long. Donc c'est un cheminement, puisque historiquement, en effet, la Chambre de commerce tenait les rênes de cet aéroport. Donc ça a été tout un processus de dialogue, de discussion. Mais ça ne s'est pas passé dans la douleur, ça s'est plutôt passé de façon tout à fait constructive. Ce qui a pris un peu plus de temps, c'est l'entrée de la région Nouvelle-Aquitaine qui était pas dans les aéroports ou peu dans les aéroports. Et la région Nouvelle-Aquitaine a conditionné son entrée au rachat de l'aéroport de La Rochelle à la Chambre de commerce. Donc alors justement, ça valait combien cet aéroport? Il était négocié à quel prix? Alors le prix a été évalué à 16 millions d'euros. Et donc c'est aujourd'hui un loyer pour le moment qui est versé à la Chambre de commerce, un loyer acquisition en quelque sorte, et la vente aura lieu d'ici la fin de l'année. Donc on en est proche là. Voilà, on en est proche, donc c'est une opération assez exceptionnelle d'ailleurs, puisque la plupart des aéroports français appartenaient à l'État et en 2005 ont été décentralisés et ont été remis aux collectivités locales. Là, c'était une création par la Chambre de commerce de La Rochelle, donc c'est assez atypique, pas unique mais atypique. Et donc là, ça se traduit maintenant par une vente et qui consacrera finalement la reprise de cet aéroport par les collectivités publiques de la Charente-Maritime et de la région de Nouvelle-Aquitaine. Un syndicat mixte composé d'élus, mais est-ce que des personnes comme vous y siègent? Est-ce que vous avez une place? Alors, les élus... Peut-être en tant que consultant, je ne sais pas, ou intervenant? Non, les élus, en effet, sont à la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un conseil, en quelque sorte, c'est un comité syndical, mais c'est un conseil d'administration. C'est un comité syndical, mais c'est l'équivalent d'un conseil d'administration. Et donc, ces conseils, finalement, délibèrent,
prennent des décisions, mais par contre, tout est préparé par des permanents. Moi, je suis le directeur général, en effet, et donc un peu à l'image de collectivité. Donc, nous sommes les permanents, les techniciens, quand on parle des permanents, les techniciens, finalement, qui prépareront les dossiers, qui faisons des suggestions, des orientations pour que les élus, ensuite, prennent part au vote. Quelles grandes orientations à venir ? Oh, il y en a beaucoup. Alors, une majeure, simplement, pour qu'on puisse continuer après à dérouler. Déjà, la première très récente, ça a été de poursuivre l'investissement dans l'aérogare de l'aéroport de La Rochelle. On y reviendra peut-être, mais en plein Brexit, en pleine crise Covid, ça a été un grand moment où les collectivités ont maintenu finalement la décision d'investir pour permettre finalement à l'aéroport de continuer à accueillir une clientèle, et notamment avec les séparations qui sont nécessaires dans les salles liées au Brexit. Et puis à l'avenir, c'est des décisions qui concerneront d'autres investissements. Il y a la réhabilitation d'un bâtiment pour tous les pompiers de l'aéroport, ils sont une quinzaine, qui est en cours. Et puis, il y a la réhabilitation il y a de nombreux bâtiments sur l'aéroport qui appartiennent au syndicat mixte pour favoriser l'accueil d'entreprises, le développement d'emplois, et on y reviendra, et notamment la dernière d'entre elles, c'est l'accueil d'une entreprise qui s'appelle Elixir Aircraft et qui a déjà généré plus de 71 emplois. À Rochefort également, il y a le dossier Voltaero, pour ceux qui ont déjà entendu parler. C'est un avion... C'est une rupture technologique, c'est un avion hybride, motorisation hybride, et donc l'usine devrait être installée à Rochefort. Même chose, c'est investir dans un bâtiment. Donc il y a beaucoup, continuellement sur un aéroport, vous avez beaucoup d'aspects et de décisions à prendre. On s'ennuie jamais. Vous avez parlé des pompiers, c'est une bonne transition pour nous. On va parler un petit peu des différents métiers qui gravitent sur cet aéroport. On va commencer par vous peut-être. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit aéronautique. Comment, à partir de là, on devient déjà directeur d'un aéroport ? Il n'y a pas de filière toute tracée. Vous avez différents profils. Moi, je suis juriste à la base, donc d'ailleurs à l'université de Poitiers. D'abord La Rochelle à l'époque, et puis en droit jusqu'à Poitiers. Et ensuite, en effet, je me suis orienté vers une spécialité droit des transports aériens. Et donc après, c'est au fil du temps, je suis allé à Paris œuvrer comme consultant en transport aérien. Et puis ensuite, voilà, ça s'est fait comme ça, le poste à l'aéroport de La Rochelle se libérait, et donc j'ai été recruté. Donc il n'y a pas de profil type, vous avez des profils commerciaux, juridiques, différents profils pour ce poste-là. Combien de spécialités sur cet aéroport ? Combien de métiers différents ? Vous savez, un aéroport... Et combien de personnes ? Alors c'est une petite ruche, un aéroport, alors une petite ou une grande ruche en fonction de la taille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un aéroport, dès lors qu'il a une activité de ligne régulière, qu'il soit petit ou grand, vous retrouvez tous les métiers, toujours les mêmes métiers. Donc que ce soit à Roissy, j'ai envie de dire le plus grand des aéroports, ou à La Rochelle, vous retrouvez les mêmes métiers, en quantité moindre. Et donc il y a une très grande diversité. On est sur combien à peu près ? Alors à l'aéroport de La Rochelle, autour de l'exploitation des lignes, vous avez 110 personnes à peu près. Et puis après, vous avez la direction, bien sûr, de l'aéroport, ce qu'on appelle l'exploitant d'aéroport, avec des profils administratifs, mais également une direction commerciale, une direction liée aussi à la sécurité, à la sûreté. Donc ça, c'est tout l'exploitant d'aéroport qui coordonne finalement toutes les activités sur l'aéroport et qui fait en sorte que les infrastructures soient bien aux normes, donc qui investit. Après, autour de lui, gravite toute une série de métiers, les agents de sûreté qui font les contrôles. C'est de la sous-traitance ? Alors là, en l'occurrence, à La Rochelle, c'est de la sous-traitance. C'est souvent la sous-traitance sur les aéroports. Nous, on a privilégié en effet des sociétés qui sont spécialisées, chacun dans leur domaine de compétences, pour ne pas se substituer à elles. Et on a fait appel, en effet, à plusieurs sociétés. Après, vous avez l'assistance en escale. C'est tous les personnels qui sont autour de l'avion, qui accueillent les passagers et qui font en sorte qu'un avion arrive et reparte avec toutes les règles qui s'imposent, à la fois des agents d'accueil dans l'aérogare, mais aussi des agents de piste sur la piste. Et donc là, c'est à peu près une trentaine de personnes. Et c'est aussi une société spécialisée. Que vous sous-traitez. Voilà, qui est spécialisée, qui est assistant en escale, Avia Partner, la société de sûreté s'appelant Ceris. Donc voilà, des sociétés qui se reconnaîtront s'ils m'écoutent. Vous avez parlé d'entreprises aussi sur la plateforme, on Oui. peut parler d'Elixir Aircraft notamment. Combien il y a d'entreprises autour de votre plateforme et qui l'utilisent en l'occurrence ? Alors, en activité implantée, vous avez à peu près 4-5 entreprises qui ont toutes une spécialité aéronautique, maintenance radio, maintenance complète des avions légers. Elixir Aircraft, c'est la construction d'avions de nouvelle génération,
très intéressant. Et à côté de cela, vous avez des associations qui forment. L'aéroclub. Voilà, donc toutes ces aéroclubs, ce sont des viviers extrêmement importants pour la suite, puisque c'est eux finalement qui accueillent les première vocation pour être pilote. Vous pilotez vous-même? Non, je ne pilote pas moi-même. Mais en effet, il y a tout un vivier et les jeunes sont très, très intéressés par cette activité. Et puis, vous avez aussi des services publics sur l'aéroport. Donc, la sécurité civile, cet hélicoptère que l'on voit au-dessus de notre tête, est basé à l'aéroport. Vous avez aussi la Marine nationale qui a un détachement qui fait aussi du secours en haute mer. Voilà, donc c'est multifacette un aéroport. Et ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle ère dans laquelle on entre sur notre aéroport, c'est aussi un développement justement des activités aéronautiques. On pourra en reparler, mais on a en effet une dynamique, même pendant cette crise, d'emploi, de création d'emplois, par ces activités aéronautiques sur l'aéroport de La Rochelle. Et Rochefort à l'avenir également. Restons dans les caractéristiques de l'aéroport, Antoine. Oui, justement, Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les caractéristiques de cet aéroport? Par exemple, au niveau, par exemple, la longueur des pistes, c'est quoi la longueur ça nous place. C'est un aéroport qui est placé... Alors, j'imagine qu'il doit y avoir un classement oui, tout à fait. Un placement en tous les cas. Clairement, on est positionné sur ce qu'on appelle les segments de marché qui sont moyen courrier, court moyen courrier, moyen porteur. C'est-à-dire les avions les plus utilisés dans le monde, les Airbus A320, les Boeing 737, jusqu'au plus grand 800. Donc on est sur toutes les distances, Europe, bassin méditerranéen, et puis aussi plus court bien sûr. Donc ça, c'est un profil assez classique des aéroports en région. Après, quand vous êtes sur des marchés qui supportent du long courrier, là, vous êtes sur des pistes plus longues. Nous, on a une piste qui fait un peu plus de 2 km, 2 km 280 exactement. Après, il faut passer sur des pistes à plus de 3000 mètres, 3000, 3500 mètres pour du long courrier. Mais c'est franchement pas notre segment de marché. Donc voilà, on est sur vraiment un profil type avec les avions les plus utilisés dans le monde, c'est-à-dire des avions de 200 sièges à peu près. Vu le lieu de l'aéroport de La Rochelle, est-ce que ça serait possible ça d'avoir une piste plus longue aujourd'hui ou c'est complètement... Non, on a une emprise aéroportuaire qui nous permet d'allonger la piste. Mais c'est pas un objectif. Disons que vous savez, ça répond à une cohérence par rapport à une demande et on le ferait pas pour le plaisir parce que d'une part, c'est ça de faire une extension avec le coût que ça représente et puis aussi l'impact en termes de sol. Donc on est en cohérence avec notre marché et là aujourd'hui, on se porte très bien comme ça. On parle d'impact justement au niveau du prix du litre du kérosène. Du kérosène, ouais. Est-ce que ça a augmenté avec la guerre en Ukraine? Un petit peu, monsieur. Ça a doublé. Et ça a doublé entre l'année 2021 et l'année 2022. Et quand je dis que ça a doublé, c'est pas une mince affaire. Quand vous savez que le carburant pour l'exploitation d'une ligne régulière, pour un avion, style Airbus A320, ça représente entre un quart et un tiers du coût d'exploitation d'une ligne. D'accord. Simplement le carburant, plus de 25%. Donc quand vous avez plus de 25% de vos coûts qui doublent, ça nécessairement, en effet, c'est redoutable. Et donc, on observe cela, bien sûr, avec attention au niveau des aéroports, puisque ça peut engendrer la fermeture de liaison, au bout d'un moment, si la compagnie ne s'y retrouve plus. Et là, pour le moment, les compagnies aériennes, alors celles qui déjà sont sur du long courrier, puisque là, c'est quasiment un tiers du coût d'une ligne, ont appliqué ce qu'on appelle une surcharge carburant et commencent, en effet, à appliquer des augmentations tarifaires quand vous allez, par exemple, aux Antilles, ou quand vous allez sur du long courrier, vous avez une surcharge tarifaire. Donc ça se répercute quand même sur les billets d'avion? Alors, sur les billets, long courrier pour le moment, ça n'a pas été encore fait vraiment sur les courtes distances, mais nécessairement, il y aura un renchérissement du coût du transport aérien, puisqu'il y a le carburant, mais il n'y a pas que ça. Vous avez de façon générale le prix de l'énergie qui augmente, donc tout ce qui est fourniture également, maintenance avion, tout augmente. Comme beaucoup de secteurs, mais l'aviation est particulièrement impactée et donc il y aura un renchérissement en effet des prix des billets. Pour l'essence, est-ce qu'on peut atteindre un plafond et s'arrêter à un certain prix ou pas du tout? Ça peut dégringoler encore plus. Oui. C'est pour ça que par rapport à l'environnement, si on en reparle, en effet, les compagnies aériennes sont les premières intéressées à ne plus utiliser de kérosène ou à réduire. Et donc d'ailleurs, la consommation d'un avion s'est fortement réduite au cours des dernières décennies, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération d'avions, vous avez une nouvelle génération d'avions, ce qu'on appelle une génération, c'est toujours des avions thermiques, mais qui progressent énormément en termes de technologie, avec des matériaux beaucoup plus légers. Donc à chaque fois que vous avez un nouvel avion qui sort, c'est entre 15 et 20 ans, vous avez quasiment 20% de réduction de la consommation de cet avion. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas.
et ça devient problématique. Mais concrètement, Thomas Juin, par rapport aux gens qui nous regardent, quel est le prix de la tonne de carburant de kérosène? Du litre peut-être, je sais pas. Alors j'ai pas ça, non, j'ai pas ça en tête. Mais ça a doublé. Ça a doublé, ça représente un quart du prix d'une ligne. Comme beaucoup de secteurs en France, les aéroports français et celui notamment de La Rochelle, l'île de Ré a été touché par la crise sanitaire. Hein, on l'a un petit peu évoqué en tout début d'émission. Quel bilan vous tirez de ces 2 années catastrophiques, on va dire, on va les appeler comme ça, qui viennent de s'écouler? Et puis, quel bilan vous faites des 6 premiers mois de l'année? J'imagine que ça va mieux, mais d'abord les 2 ans écoulés, là où ça a été très difficile pour tout le monde, et notamment pour le secteur aéronautique. Alors, ça a été un séisme pour le transport aérien, c'est inédit. Alors, on a beaucoup parlé de cette crise. Je peux vous dire que le transport aérien, avec certaines catégories d'activités de tourisme, a été, je peux le dire, le secteur le plus touché de tous les secteurs économiques en France. Pourquoi? Parce qu'il rassemblait tout ce qui ne permettait plus de continuer à travailler, c'est-à-dire les voyages, et principalement les voyages internationaux. Parce que le transport aérien est avant tout une activité internationale, même si on a une activité en France. Mais bon. Et donc, quand vous avez des restrictions, des quarantaines, ça s'arrête. Et donc, nous nous sommes arrêtés complètement, plusieurs mois en 2020. Nous n'avons pas pu travailler en 2021 pendant tout le premier semestre, ou très peu. Et donc, ça a été un séisme. Donc, pour vous dire, sur l'aéroport de La Rochelle, 2020, c'est 14% de notre activité de 2019. Ah oui, effectivement. Oui, on a quelques chiffres. C'est-à-dire qu'en 2019, vous étiez à 233 000 voyageurs. Vous êtes passé en 2020 à 32 000, voilà. Catastrophique. Ouais. Et en 2021, vous êtes remonté un petit peu, mais qu'à 61 000. Donc, on est très, très loin des chiffres. Très loin. Donc, 2020, comme vous le dites, 14% de notre activité normale. 2021, on remonte un peu, mais que 26% de notre activité normale. Pourquoi on remonte? C'est parce qu'à partir du mois de juin 2021, il y a eu le pass sanitaire européen qui a été mis en place, qu'on appelait de nos voeux, et qui nous a permis vraiment de repartir, mais sur un semestre. Bon. Et puis, par contre, pendant ce temps-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, sur un aéroport, ce qu'il faut vous dire, c'est que tant qu'un aéroport reste ouvert, ou en tout cas n'est pas fermé, je veux dire définitivement, il y a toujours plein de choses. C'est-à-dire qu'on doit maintenir, c'est comme pour les avions d'ailleurs, hein, les compagnies aériennes qui mettaient leurs avions au parking, vous devez faire plein d'opérations, plein de contrôles, donc on a dû nous continuer finalement à maintenir la plateforme en état, mais on a fait plus que ça. C'est-à-dire que dans l'ombre, j'ai envie de dire, il y a eu des décisions très importantes qui ont été prises pendant cette année de crise et qui nous a permis finalement d'aborder la reprise avec une situation très favorable. C'est-à-dire qu'on a pu finalement, dès l'été 2021, ouvrir la nouvelle aérogare, qui n'était pas terminée complètement, pour déjà préaccueillir la première reprise, les premiers vols, puis surtout en 2022 avec le printemps-été qui est la saison forte, eh bien être au rendez-vous avec une aérogare complètement fait. Si cette décision en pleine crise, et c'était une hypothèse, hein, n'avait pas été prise, déjà on renonçait à l'accueil de toutes les lignes britanniques, puisque nous avions, entre-temps, nous on a eu la crise sanitaire, mais on a eu en plus le Brexit oui. qui s'appliquait en même temps, et donc ça a engendré des contrôles supplémentaires, et donc des espaces séparés dans nos salles. Donc voilà, donc, on a finalement préparé pendant ce temps-là la reprise, parce qu'on était, convaincus qu'on passait une sale période, mais que ça allait reprendre, alors pas aussi fort que l'on vit aujourd'hui, mais que ça allait reprendre. Et donc, pourquoi on avait cette conviction? C'est qu'on a continué, bien sûr, à avoir les liens avec toutes nos compagnies aériennes, on a entretenu, consolidé nos partenariats, et donc tout ce travail de l'ombre nous a permis finalement d'être au rendez-vous en 2022, ou alors sur les chiffres en 2022, hein, je citais 14% en 2020 de trafic, référence 2019, 26% en 2021, 2022 au 31 mai 2022, on est à 60% du trafic 2019. Oui, donc ça va vite quand même. Et au mois de mai, 78% par rapport à 2019, juste sur le mois de mai. Donc on voit que vraiment ça monte en puissance et qu'on est vraiment sur une période de récupération de notre retard. Voilà. Là, du coup, vous attendez à battre le record de 2019? Non, pas en 2022. La plupart des aéroports français seront très en retrait encore en 2022. Enfin, quand je dis très en retrait, tout est relatif, mais on estime entre 75 et 80% du trafic 2019.
À La Rochelle, on serait à peu près dans ces eaux-là, autour de 75% du trafic 2019. Mais vous savez, il faut du temps pour se récupérer. Et par contre, sur le plein été, sur l'été même, on va tangenter le trafic 2019. Mais il y a quand même les périodes avant-après qui, elles, sont moins dynamiques. Et l'automne prochain, je serai plus prudent sur l'activité, d'ailleurs en France en général, où là, on retombe sur une activité plus d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, qui là est une activité encore moins dynamique que ce qu'on peut voir dans le tourisme. Quelques semaines après l'ouverture de ce nouvel aérogare, après l'inauguration, donc un pari réussi. Ah oui, là vraiment, c'est une grande satisfaction de voir finalement une clientèle qui arrive sur l'aéroport de La Rochelle avec un bel équipement qui est complètement abouti après des années de transformation. Et quand vous entendez des passagers qui sont... je n'allais pas dire en admiration, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas qui se réjouissent en tout cas de cet équipement, surtout quand des passagers n'ont pas vu depuis quelques années. Comme moi par exemple. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. On se dit là on a fait le bon choix et on a transformé l'essai en quelque sorte. Tout à fait. Est-ce que alors j'imagine que vous devez surveiller d'un coin de l'œil les chiffres de la pandémie parce qu'elle continue quand même, le Covid ça ne s'est pas arrêté et on voit apparaître des variants à droite et à gauche qui sont un peu inquiétants, on doit le dire aussi. Est-ce que si une nouvelle crise devait arriver comme celle de 2020, pourquoi pas, dans le pire des scénarios, est-ce que l'aéroport de La Rochelle pourrait le supporter financièrement ? Ou alors ça serait véritablement très très difficile ? Est-ce que vous avez des projections ou du moins des scénarios catastrophiques dans votre tiroir ? Écoutez, nous on y va step by step déjà, et donc ce qu'il faut retenir c'est que l'aérien s'adapte continuellement. Il y a eu d'autres crises dans le transport aérien en 2008, la crise financière et autres. Donc là, en effet, c'était particulièrement rude parce que finalement, c'était presque une impossibilité de se déplacer. Je dirais que, pour relativiser, si en effet la crise sanitaire à l'automne reprend de plus belle, si je puis m'exprimer ainsi, il y a quand même une différence majeure, c'est que nous, on est sur un segment essentiellement Europe, France, Europe, et avec le Royaume-Uni qui est sorti de l'Europe. Mais malgré tout, avec des pays qui ont construit un mode de fonctionnement différent d'ailleurs de ce qu'on peut voir dans le monde en général, où ça n'a pas été aussi abouti, avec ce pass sanitaire européen qui sera nécessairement réactivé en cas de retour. Donc, soit on a une hypothèse où c'est une situation terrible et finalement c'est encore une propagation de l'épidémie et des vaccins qui n'arrivent pas à faire face. Bon, je sors de cette hypothèse. Par contre, si on est dans une hypothèse qui se tend, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les États se coordonnent. Et donc, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait pas des décisions erratiques avec certains États qui disent « moi, je mets en place des quarantaines et puis moi, j'ouvre ». Non, il y a vraiment une coordination européenne, également avec le Royaume-Uni. Et donc, je suis beaucoup plus confiant en cas de retour d'épidémie qu'on soit sur un fonctionnement compatible. Ce passeport vaccinal européen, c'était la bonne solution pour permettre justement de faire face à une possible prochaine crise ? C'était le sésame. Ça a été pour nous le sésame pour le retour du transport aérien. C'est-à-dire que c'est un pass qui est contraignant, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour voyager. Les personnes entrent ou pas dans ces conditions, mais si on a une impérieuse nécessité de voyager et que on souhaite prendre l'avion, on peut le faire avec ce pass. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'État d'en face soit bien en phase avec l'état de provenance. Ce qui est compliqué encore aujourd'hui, c'est que quand vous voyagez, par exemple en Chine ou ailleurs, là, il n'y a pas de reconnaissance. Forcément. En Angleterre, il est valable ce pass ? Ah oui, alors aujourd'hui, en Angleterre également, au fil du temps. Alors l'Angleterre a été vraiment un sujet pour nous, puisqu'il y avait des quarantaines de maintenus, même si les personnes étaient doublement vaccinées ou autres. Donc ça a été un petit peu pénible pendant une certaine période. Mais oui, aujourd'hui, il y a eu vraiment une coordination, même avec le Royaume-Uni. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a appris à fonctionner. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est une coordination au niveau européen des États qui est aujourd'hui abouti. Alors vous parlez de coordination entre les États. Est-ce qu'il y a une coordination, une solidarité entre les aéroports ? Alors vous êtes bien placé pour le savoir. Je rappelle, vous êtes le président du conseil d'administration de l'Union des aéroports français.
Est-ce que ça existe, cette solidarité entre les aéroports, ou alors chacun a fait sa petite cuisine dans son coin, et puis tant pis, il n'y a pas de solidarité financière, il n'y a pas de solidarité logistique, voilà, Non. donc si ça existe ou pas. Alors, non, déjà, il y a eu une consolidation vraiment frappante, c'est-à-dire que, vous savez, un syndicat professionnel, puisque l'Union des aéroports français représente les aéroports français, finalement, on voit s'il est utile en cas de crise. Et là, je peux vous dire que vraiment l'Union des aéroports français a été à la manœuvre et justement le conseil d'administration ne s'est jamais autant réuni, alors en visio, mais on n'a jamais eu une force de frappe aussi importante pour justement être complètement solidaire pendant cette période où on échangeait énormément pour justement voir comment les uns les autres s'y prenaient et surtout d'avoir une voix qui porte auprès des pouvoirs publics pour... moi-même, j'étais en lien hebdomadaire, quotidien au départ, hebdomadaire, avec le ministre des Transports, pour que l'on puisse justement faire part de la situation et de voir qu'est-ce qui était envisagé pendant cette période. Donc, non, une grande solidarité entre les aéroports. Et cette union, je rappelle, rassemble tous les aéroports français, quelle que soit leur taille. Et ce qui est assez une chance, parce que c'est pas ce qu'on voit dans d'autres secteurs d'activité où il y a souvent entre des représentations entre catégories. Nous, on parle d'une seule voix, et ce qui est important. On va revenir sur l'aéroport de La Rochelle-Île-de-Ré, Thomas Juin. Il y a un paradoxe sur cet aéroport, il génère de l'économie touristique au niveau du département, je crois que c'est une 30aine de millions d'euros tous les ans. Pourtant, son activité est déficitaire. Ça alimente les débats des collectivités entre élus, il y a des débats qui sont assez nourris. Est-ce que ça peut perdurer comme ça? Quelle est la solution? Alors, comme vous le dites, c'est un équipement qui a un déficit de l'ordre de... Alors, en temps hors crise, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Avec la crise, c'est autour de 3 millions d'euros par an. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas proportionnel, vous l'avez remarqué, puisqu'on a des charges fixes qui, finalement, continuent à courir, même quand le trafic s'effondre. Il faut savoir que 80% des charges d'un aéroport sont des coûts fixes. Donc, que vous ayez de l'activité ou pas. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un équipement public justement qui rassemble un nombre très important de collectivités. Et c'est vrai que la question revient souvent en disant mais quand est-ce qu'il sera rentable? Ça fait souvent débat à la communauté de communes de l'Île-de-Ré. Oui, alors moi je dois dire qu'à chaque fois on s'exprime sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un équipement public qui génère des retombées. Alors elles sont évaluées depuis pratiquement 15 ans. Tous les ans, déjà, on évalue les dépenses de séjour des passagers qui résident à l'étranger et qui arrivent par l'aéroport. C'est à la hausse si on gomme ces 2 années Covid. C'est à la hausse. Et en 2019, ils étaient évalués un peu plus de 35 millions d'euros par an. Ça, ce sont les dépenses de séjour. Alors, dans les hôtels, dans les restaurants divers, et les dépenses de séjour de consommation des donc passagers. Ça, c'est positif. Bon, donc ça, d'ailleurs, c'est pour cela que les collectivités poursuivre leur implication, c'est qu'elles mesurent les retombées économiques. Ensuite, si vous prenez en compte toutes les activités qu'il y a sur l'aéroport, qu'on citait tout à l'heure, les emplois, ce que ça génère, c'est 74,5 millions d'euros, c'est l'impact global de l'aéroport par an. Donc on est à plus de 110 millions. Non, alors ça comprend les 35 millions, donc c'est dont 35 millions de dépenses, et c'est près de 75 millions d'euros au total. Concrètement, est-ce qu'on peut penser pouvoir gommer ces 2 millions de déficit annuels? Alors, non. Si on souhaite maintenir un aéroport de cette taille, puisque l'Europe avait fixé un cap en disant tous les aéroports doivent être rentables. L'Europe, quand je dis l'Europe, c'est la Commission européenne, s'est aperçue qu'en Europe, tous les aéroports, grosso modo, de moins de 1 million de passagers ne parvenaient pas à équilibrer leurs comptes. Parce qu'il y a ces charges fixes dont je vous parle. C'est-à-dire qu'une piste à La Rochelle de 2 km, ça coûte la même chose qu'un aéroport qui a 3 millions de passagers, qui a une piste de 2 km. Donc vous avez des charges fixes qui sont incompressibles. Il faut atteindre un certain niveau de trafic, plus d'1 million de passagers, pour équilibrer. Donc, la Commission européenne elle-même s'est laissée jusqu'en 2024 pour apprécier tout cela, mais très, très clairement, ce qui ressort, c'est qu'elle s'aperçoit que c'est un vœu pieux d'aller fixer une notion de rentabilité. Et d'ailleurs, nous, dans les débats qu'on a avec elle, c'est est-ce que l'on demande à une route d'être rentable? À une autoroute, oui, mais à une route d'être rentable. Bon, c'est pour la mobilité de tout à chacun. Est-ce qu'on demande à une gare d'être rentable? Je ne crois pas. On est loin, loin, loin de là. Donc un aéroport, dès lors qu'il est de cette taille-là,
il est utile quand il désenclave un territoire. Donc l'aéroport de La Rochelle, je rappelle, toutes les lignes sont des lignes qui sont créées, vous n'avez pas d'offre alternative satisfaisante. Toutes les lignes que l'on a, c'est pratiquement au moins 6-7 heures, voire 10 heures par la route ou par le train. Donc c'est un équipement public. Économiquement, est-ce que c'est pas un peu dangereux en cas d'une nouvelle crise sanitaire, par exemple? Alors, comme je vous le dis, l'impact, il est toujours plus lourd, mais il est quand même contenu. C'est-à-dire que la crise que l'on a eue avec 86% de baisse, c'est un tiers de coûts supplémentaires. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 à 3 millions. Donc on arrive malgré tout à contenir parce qu'il y a eu des réductions de coûts. Pendant une crise, on réduit aussi les coûts considérablement. L'aéroport, à certaines périodes, on a même fermé l'aérogare quand il n'y avait plus de passagers. Donc on réduit les coûts. Mais à un moment donné, il y a des charges fixes qu'il faut en effet assumer. Et encore une fois, c'est un équipement public. Pour désenclaver le territoire. Si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas ça à l'esprit, mais l'aérien s'inscrit dans une mobilité globale. Vous avez la mobilité par la route, vous avez la mobilité par le fer. Si demain, le chemin de fer ou la route dit « moi, pour aller à Marseille, c'est bon, j'ai la solution », l'avion se retirera. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on l'a déjà fait sur certaines destinations. Donc aujourd'hui, l'aéroport de La Rochelle s'inscrit dans une mobilité globale et je crois comprendre que La Rochelle n'est pas un secteur, enfin en tout cas un endroit où il y a des dessertes faciles pour rejoindre notamment les villes dans le sud-est de la France, à Lyon, mais également à l'étranger. Donc, si on compare le bilan économique de l'aéroport de La Rochelle-Île-de-Ré à un d'une même strate en France, est-ce que vous êtes plus déficitaire? Est-ce que vous êtes moins déficitaire? Comment vous vous positionnez? Non, on est vraiment dans le... Alors, il y en a qui sont plus déficitaires, mais après, c'est peut-être lié aussi à d'autres lignes de services publics qu'ils exploitent. Mais non, grosso modo, on est vraiment... Mais vocation touristique essentielle, c'est ça. Oui, donc, si je vous comprends bien, en fait, l'aéroport est déficitaire, d'accord, vous l'avez dit, mais vu les retombées économiques, touristiques que ça engendre sur le territoire, on pourrait... virtuellement, en tous les cas, dire qu'il est bénéficiaire. En tous les cas, il provoque un bénéfice au département. Vous mettez le doigt sur une notion qui est actuellement d'ailleurs en discussion que l'on mène avec la Commission européenne, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle les externalités positives des équipements aéroportuaires. C'est-à-dire que si on prend simplement la rentabilité interne, il faut fermer. Mais tout équipement qui est inutile coûte trop cher. Or là, la vocation de l'aéroport, c'est de profiter à toute une filière touristique. Je rappelle que certaines entreprises, je ne citerai pas les noms, mais conditionnent leur implantation à La Rochelle si la ligne de Lyon est préservée. Donc, si vous voulez, toutes ces externalités positives qui sont essentielles, sans compter le service à la population, quand vous avez en effet des familles qui nous disent « enfin une ligne avec Marseille, je vais pouvoir venir avec mes enfants en bas âge, je ne pouvais pas par le train, c'était trop long ». Donc tout cela, ce sont des externalités positives qui doivent être prises en compte dans un équipement public, encore une fois. Autrement, en effet, on est dans un raisonnement qui est purement de rentabilité interne d'une entreprise. Or, nous ne sommes pas une entreprise. Je rappelais également que nous avons des services publics de secours. Tout cela, c'est parce que l'aéroport est maintenu. Si demain, nous avons encore une crise sanitaire, qui acheminera les vaccins? Qui acheminera les masques? Qui acheminera les patients? L'aéroport de La Rochelle a contribué à tout ça. Nous avons eu des vols sanitaires alors que l'aéroport était fermé, où des patients des hôpitaux étaient transférés entre La Rochelle et ailleurs, et d'autres hôpitaux. Dans le monde entier, tous les vaccins ont été acheminés par les avions. Les masques, et je ne parle pas après du fret express. Je me rappelle de la tempête de 99 où l'aéroport de La Rochelle, ça a été finalement la plateforme où ont été déployés tous les moyens aériens pour venir au secours à ces malheureuses personnes en Vendée. Donc voilà, c'est un équipement public avec de multiples fonctions. Il faut le considérer comme tel et il faut mesurer justement ses retombées et l'utilité qu'il a. Et donc si toutes les collectivités aujourd'hui sont rassemblées autour, c'est bien pour cela. Donc un levier économique relativement fort pour le territoire. Il faut très fort. Très fort. Ce qu'il voulait, on a les retombées économiques que je vous ai dit. Par contre, ce qui n'est pas dit, mais c'est le déclenchement de la venue d'entreprises. Et je peux vous dire que dans les critères, quand une entreprise s'implante dans une région, alors bien sûr c'est l'environnement économique, c'est son caractère attractif de plus en plus. Il faut savoir que les salariés, les chefs d'entreprise viennent dans les régions aussi maintenant qui sont attractives. Et dans l'attractif, c'est quoi? C'est bien sûr
la beauté des paysages, la qualité de vie. Mais dans la qualité de vie, il y a aussi, est-ce que je peux me déplacer facilement pour faire mes affaires? Vous parlez de la ligne de Lyon? De Lyon, de Marseille également. Marseille, on vient d'ouvrir. c'est très touristique. Hein. Les premiers Pas seulement. retours sont positifs. Oui. Les avions sont pleins. Par contre, les avions de Lyon sont loin d'être pleins. Mais je sais que cette ligne vous tient particulièrement à cœur. C'est une ligne de service public et qui prend une bonne tournure. On a eu une situation particulièrement difficile pendant la crise où, en effet, la clientèle affaires s'était arrêtée. Là, je peux vous dire qu'on vient de faire les derniers points sur le mois de juin. Il y a à peu près, c'est un avion de 48 sièges. Qui se partage entre La Rochelle et Poitiers. Il y a 37 passagers à bord, donc on est maintenant sur des ratios qui sont classiques, 77% de remplissage. Donc c'est une ligne en effet qui me tient à cœur, mais comme les autres lignes. Mais je sais que les entreprises, certains nombre d'entreprises de La Rochelle sont particulièrement en demande, même d'augmenter les fréquences. Donc si vous voulez, moi, quand je rencontre souvent des gens, ils me disent souvent, mais est-ce qu'on pourrait avoir une ligne vers telle destination? Est-ce qu'on pourrait rajouter des fréquences là-dessus? Donc c'est continuellement la demande dont j'ai à faire face. Donc aujourd'hui, le débat, c'est plutôt de dire comment on fait pour finalement maximiser la connectivité aérienne de notre territoire plutôt que l'inverse. Donc on parle de lignes. Vous dites si je me trompe, l'aéroport compte 12 lignes avec 4 compagnies aériennes qui s'en occupent. Donc Ryanair, EasyJet, Jet2 et Chalair avec des liaisons, on l'a dit, on l'a évoqué vers Marseille, Lyon, Nice, Londres, Dublin, Manchester, je crois aussi, etc. Aussi. Mais on a tout de suite une question qui se pose. Mais pourquoi pas Paris? C'est quand même la capitale. Paris. Alors, on avait une ligne avec Paris en 2019, où il y avait, rien que sur la période de mars à avril, 19 000 passagers. Clairement, la question se pose en se disant, oui, mais il y a un train. Moi-même, je le prends. Je suis très utilisateur de ce train, donc ça me va bien. Sauf que la liaison aérienne manque en effet pour Paris, pour les correspondances qu'elle représentait. Dans la clientèle qui fréquentait cette ligne, ce qui est très rare, 77% poursuivaient pour une destination en France ou à l'étranger via Orly. Et ça, le train ne le propose pas. Et il y a une rupture de charge. Et ce qui nous manque à La Rochelle, en effet, c'est d'être connecté aux aéroports parisiens, alors soit Orly, soit Roissy, pour permettre tout cet éventail de correspondances. Nous n'avons pas un marché suffisant comme à Paris pour proposer des vols directs partout. Donc notre solution, c'est cela. Et donc, pourquoi on n'a pas de ligne aujourd'hui? Tout simplement que ce n'est pas dans l'air du temps au niveau des compagnies aériennes qui sont aujourd'hui focalisées sur des lignes au niveau de l'Europe, mais c'est un sujet qui reste, que nous avons en tête et j'ai bon espoir qu'un jour on retrouve une ligne avec Paris. Alors justement, comment ça se décide, la mise en place d'une nouvelle ligne? On peut parler de cette liaison de Marseille, là, qui est toute nouvelle. C'est l'aéroport qui demande, ce sont les compagnies qui décident, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est toujours les aéroports qui initient la démarche. Il y a des années, les compagnies aériennes décidaient je vais ouvrir à tel ou tel endroit. Maintenant, elles sont tellement sollicitées sur toute l'Europe, il y a des dizaines de milliers de lignes, et elles n'ont plus le temps, les effectifs pour aller étudier les potentiels de tel ou tel marché. Donc ce sont les aéroports qui font ces études et qui ensuite développent tout un argumentaire pour inciter une compagnie. Ce qui a été votre cas donc pour la ligne de Marseille? Oui, ça fait des années. Expliquez-nous. Écoutez, déjà, le plus important, c'est d'être convaincu soi-même que la ligne va marcher. Parce que si vous embarquez une compagnie aérienne, si je puis m'exprimer ainsi, vers quelque chose vers quelque chose qui ne marche pas... Alors c'était quoi vos arguments? Nos arguments, c'est l'étude du potentiel. C'est-à-dire que nous avons des outils qui se développent d'ailleurs au fil du temps, qui sont des outils, c'est des termes MIDT, c'est des outils informatiques qui permettent d'observer le comportement des gens dans leurs déplacements, et notamment l'évasion de trafic au départ de Bordeaux et de Nantes, notamment, puisque je rappelle qu'il y a une grosse partie de personnes qui doivent prendre l'avion à Bordeaux et à Nantes, et c'est long et coûteux, et de plus en plus long, et de plus en plus coûteux avec le carburant. Et donc, on mesure cette évasion, notamment, parce qu'il n'y a pas que cela, et ensuite, on en tire un potentiel, une évaluation, en disant, à Marseille, on estime qu'il y a tant de potentiel au départ de La Rochelle, et on explique notre méthodologie. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, toute l'expérience qu'on a déjà sur les autres lignes, puisque quand on remporte des succès sur les autres lignes, ça accroît notre crédibilité. Ils peuvent toujours nous dire, vous êtes bien gentil de me raconter ça, mais qu'est-ce que vous pouvez nous démontrer que vous avez fait? Donc là, on a 12 lignes, et qui ont permis aux compagnies aériennes... Après Marseille, c'est quoi votre prochaine cible? Écoutez, on l'a bien compris, Paris, c'est pas pour tout de suite. Non, mais ce qui est assez surprenant, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire ou quoi que ce soit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que
On a eu une réelle surprise sur Marseille. On était convaincus que ça marcherait, mais il y a un démarrage en trombe. Premier mois d'exploitation, 87% de remplissage. Je peux vous dire que c'est assez rare, à tel point que l'aéroport de Marseille, qui a œuvré à nos côtés pour l'ouverture de la ligne, c'est là où il y a une solidarité, où l'équipe de Marseille a vraiment poussé pour qu'on soit reliés. Et bien Marseille nous a dit, dans les 7 lignes qu'ils ont ouvertes en cette période, La Rochelle est la première ex aequo avec une autre en termes de remplissage. Donc on est très satisfait, on est content, mais plus que ça, on va observer de plus près cette liaison. Nice, l'année dernière, même chose. Ça marche 91%, bien, Nice, 91% de remplissage, la meilleure ligne de toutes nos lignes. Donc nous, on en tire la conclusion suivante, c'est que finalement, on va pouvoir se réorienter vers une stratégie qui fait plus appel au potentiel de la population locale. On travaille sur un bassin de population à plus d'une heure, donc Maran en fait partie, mais également plus au sud du département. Dans ce cas-là, pourquoi pas faire une ligne pour Bordeaux et Nantes comme pour Paris, avec une correspondance qui permet aux gens de pouvoir prendre d'autres lignes d'avion Alors, c'est trop proche. C'est-à-dire qu'un avion qui, aujourd'hui, en aviation commerciale, un avion qui relie un hub, il faut que vous soyez pratiquement à plus de 3 heures, 4 heures. Autrement, la personne va être quand même tentée de prendre sa route, de prendre sa voiture. Et donc, il y aura trop d'évasion de trafic vers la route. Donc, non, on est là aujourd'hui convaincu que l'aéroport de La Rochelle va avoir un avenir différent. Vers le sud-est de la France ? Eh bien, un avenir où 700 000 habitants comme potentiel, ça peut intéresser des compagnies aériennes. C'est 1 heure de l'aéroport de La Rochelle. Et quand je dis ça peut intéresser, si on a en plus des expériences positives comme Marseille, comme Nice, comme Lyon également, eh bien, je pense qu'en effet, on va réfléchir à travailler sur des liaisons d'abord en France. Je pense notamment à Strasbourg, à des villes comme Lille, qui sont difficiles à rejoindre. Pourquoi pas Montpellier. Et puis aussi, en effet, vers le sud, on pense à l'Espagne, on pense d'autres villes au Portugal, à l'Italie, bien sûr. Et donc là, on a beaucoup de succès l'été, beaucoup de gens partent. Exactement. Donc on était sur un concept plus d'import uniquement, principalement. Là, on aura toujours l'import, parce que la région est très attractive. Donc l'Allemagne, on vise aussi en clientèle. Mais on va pouvoir s'appuyer aussi sur du trafic export. Et ça, c'est vraiment un atout pour un aéroport. Alors, on parle de solidarité entre les aéroports, mais comme dans toute exploitation économique, il y a aussi quand même de la concurrence. J'imagine que vous montrez votre meilleur visage pour attirer les compagnies par rapport à Nantes ou Bordeaux ou autre. Elle existe, cette concurrence, elle est dure. Comment ça se passe ? Alors, il y a une concurrence très forte en Europe. Il faut savoir que ce n'est pas forcément Nantes et Bordeaux. Nous, l'aéroport de La Rochelle, on a une chance, c'est que justement, on est au barycentre d'une zone touristique, avec un éloignement des aéroports voisins, puisqu'il faut plus de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, voire plus avec la saturation du trafic routier pour rejoindre Bordeaux, et puis 2 heures à Nantes. Donc on est très bien positionné. Par contre, on a une concurrence, en effet, qui ne dit pas son nom, c'est dans le choix, dans l'arbitrage qu'une compagnie aérienne va faire en disant « moi, je vais me poser à La Rochelle, ou je vais me poser à Alicante, ou je vais me poser à Milan. » Et pourquoi je dis ça ? C'est pas une concurrence locale, c'est une concurrence pour l'utilisation d'un avion. Un avion peut être placé demain matin, plutôt que La Rochelle, on va le mettre à Alicante. Donc ils font leur choix en fonction de l'attractivité du territoire, du potentiel passager, mais du coût également, ce qu'on appelle le coût de toucher. Le coût de toucher, c'est un concept où quand un avion pose ses roues, eh bien, il paye. Et donc, les compagnies aériennes sont très, très attentives au coût de toucher et comparent chaque aéroport en Europe. Donc, on va sur des salons où on a des speed dating avec des discussions pendant 20 minutes. Et là, il n'y a pas de sonnerie pour l'interview, mais il y a une sonnerie. Je peux vous dire qu'il faut la respecter. Et quand les 20 minutes sont passées, on dégage. Et c'est l'aéroport suivant qui vient. Donc, il faut présenter des arguments en 20 minutes. Et le coup de toucher, ça se termine toujours par ça. Et donc, c'est assez intraitable. Et donc, il y a en effet une concurrence. Et en France, pour être précis, on a une situation problématique, mais là que je porte au niveau des aéroports français, c'est que le coût de toucher est trop élevé par rapport à l'Espagne, l'Italie, notamment par rapport à la fiscalité qui pèse sur
voilà, les aéroports français, et notamment ce qu'on appelle une taxe, la taxe d'aéroport, où là on est quasiment, pour vous donner un exemple, c'est 15 € par billet d'avion pour financer la sûreté en France à La Rochelle, quand en Espagne c'est 3 €. Ah oui, effectivement. Donc, vous voyez, donc, par billet d'avion. Donc pour la compagnie aérienne, quand vous savez que sa marge, c'est quasiment sur une low cost 6-7 € par passager, ce qu'il faut retenir. Quand vous avez déjà une taxe qui représente déjà 15 €, vous comprenez que voilà, c'est là où le modèle se grippe et que voilà, l'Espagne a eu d'ailleurs un essor bien plus important que la France, grâce notamment à cela. Et le coup de toucher des jets privés, parce que vous avez quand même un certain nombre de jets privés qui arrivent tous les étés, hein, je pense à certaines personnes qui résident dans l'île de Ré notamment, ça coûte combien? Alors, c'est fonction de la taille de l'avion. Voilà, du poids. Du poids de l'avion. Du poids de l'avion, c'est-à-dire que plus un avion pèse, plus il paye, tout simplement par rapport à l'usure de la piste. Donc, parce après, que là, on n'est pas sur un coup billet, il n'y a pas de passage. Alors, si c'est un avion d'affaires qui est loué par une société, ça se fait beaucoup, hein, aux entreprises. Si c'est un passager commercial, et donc là, il va aussi payer une redevance passager. Si c'est un avion privé, personnel, privé, là, non, il n'y a que la redevance d'atterrissage. Mais là, franchement, ça se dilue dans... je veux dire, le coût d'exploitation de ces avions. Donc là, on n'est pas du tout dans une situation où on se dit il faut réduire et tout. Faut rester dans le montant du marché. Voilà, on a des coûts de toucher qui sont tout à fait comparables pour ces avions avec Biarritz, avec Cannes, avec Nice. Et là, c'est justement une activité qu'on va développer dans les années qui viennent avec un changement aussi qui va intervenir et on projette la construction d'un terminal, mais avec un investissement privé. On privilégie aussi l'avenue d'acteurs privés. Donc public-privé. Privé purement. Purement privé. On passera un contrat avec la compagnie qui sera retenue. Et réservé aux jets privés, donc. Et réservé aux jets privés. Donc là, vous allez voir aussi l'aéroport de La Rochelle qui va encore se transformer l'année prochaine. Et où il y aura, c'est proche, oui. Oui, l'année prochaine, il y aura un nouveau terminal qui va être bâti avec des fonds purement privés pour permettre d'accroître et d'améliorer l'accueil de cette aviation qui, d'ailleurs, est en plein essor. Pendant la crise sanitaire, finalement, beaucoup d'entreprises se sont tournées vers ces avions. Alors, pas des très grosses catégories, mais des avions, des jets, puisque finalement, ça leur permettait de continuer à voyager malgré la crise sanitaire et en protégeant leurs salariés. Et on sera sur un coût d'investissement de c'est quelques centaines de milliers d'euros, mais là, on n'est pas... L'aérogare, c'était la dernière tranche, c'est 2 millions, mais on n'est pas sur ce niveau-là. Très bien, Thomas Juin, on va passer tout de suite au billet d'humour, d'humeur d'Antoine Collin. Bon, monsieur Juin, vous doutez bien, on va parler d'aviation. Hein. Aujourd'hui, je fais un peu de mimétisme pour remettre un peu tout le monde dans le contexte. Et oui, parce que j'ai longuement réfléchi et je me suis dit comment aider monsieur Juin à redonner un peu d'attractivité à son aéroport, qui, je le rappelle, a perdu, comme tous les autres, bon nombre de voyageurs à cause de cette satanée crise sanitaire. Alors, première solution, elle est simple et efficace. Vous pouvez commencer par ouvrir une petite ligne entre La Rochelle et Maran. Vous savez, ici, les transports en commun, ça court pas les rues. Et puis, leur histoire de territoire zéro carbone, tout le monde a un peu du mal à y croire. Alors, je vous garantis qu'il y aura du monde sur cette ligne. Vous savez, ici, le train, on l'attend depuis très longtemps. C'est comme le contournement de Maran, d'ailleurs. Ça fait presque un demi-siècle qu'on l'attend. Vous n'avez qu'à construire un vertiport. C'est très dans l'air du temps. Hein, vous serez un précurseur en la matière. Bon, je vois que ça vous emballe pas trop. Donc du coup, je vous comprends, c'est pas très bankable. On va aller sur une autre proposition. Par contre, celle-là, je pense que ça peut peut-être marcher. Je ne sais pas si vous avez vu Booba vient au Francophonie. Alors pas Booba le petit ourson, plus Booba le rappeur. Et qui dit Booba dit petite baston dans un aéroport. Hein, si vous le voulez bien, moi je peux l'appeler pour qu'il s'arrange pour prendre un vol direction La Rochelle. Et de l'autre côté, je m'arrange pour appeler Caris, l'autre rappeur, pour qu'il attende sur le tarmac. Et là, bim, on a la recette du succès. Votre aéroport va devenir the place to be. Tous les influenceurs prendront l'avion en direction La Rochelle pour marcher sur les pas de nos deux rappeurs. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais il faut savoir prendre des risques. Et là, c'est la recette du succès. Hein. Une dernière pour la route. Allez, je me lance. Ça va peut-être vous plaire parce que là, au moins, vous allez faire pas mal d'économies. Comme vous pouvez le constater, cette émission s'arrête brutalement. Un problème informatique a interrompu l'enregistrement. Notre système, pourtant professionnel, a continué à indiquer aux techniciens en régie que l'enregistrement de la vidéo se poursuivait alors qu'il n'en était rien.
Au moment de la récupération du fichier vidéo, nous nous sommes alors aperçus qu'il manquait 20 minutes d'émission, les 20 dernières minutes. Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses. Tout d'abord à notre invité, M. Thomas Juin, qui s'est prêté au jeu des questions-réponses sans langue de bois et dont les informations délivrées étaient des plus pertinentes. Et bien sûr à vous, téléspectateurs, pour cette désagréable fin d'émission. Bien évidemment, nous réinviterons Thomas Juin en espérant qu'il ne nous tienne pas à rigueur de cette erreur. Merci.